comment essayer d'impliquer le secteur informel dans la formalité. Je pense que ce sont des défis très très importants auxquels tout service public de l'emploi fait face. Alors aujourd'hui, pour discuter de cette thématique, j'ai le plaisir d'avoir plusieurs personnalités qui vont se relayer avec des présentations sur le podium. J'invite en premier, sous vos applaudissements s'il vous plaît, Madame Evita Simpson. Elle est directrice de l'Agence d'État pour l'emploi de la Lettonie. La Lettonie. Welcome. J'invite également Madame Florence Dumontier, qui est directrice Europe et Relations internationales à France Travail. Elle est là. Sous vos applaudissements aussi, s'il vous plaît, Madame Dumontier. J'invite aussi Madame Céline Djagui, qui est directrice des affaires juridiques et institutionnelles à UNEDIC. Voilà, elle est là, bienvenue parmi nous. Vos applaudissements, s'il vous plaît. J'invite également, donc c'est un panel là où les dames sont en force, Madame Asma Ben Hassan, qui est fondatrice et présidente de Tunisia Inclusive Labour Institute. Voilà, vos applaudissements pour Asma, merci. Et puis on va terminer avec deux messieurs. C'est Mohamed Chawki Ghaliani, qui est conseiller entrepreneuriat à l'ANETI. Voilà. Et puis il a fait 24 heures pour venir de son pays. De gros applaudissements, s'il vous plaît, pour Monsieur James Kitos, qui nous vient d'Australie, directeur du marketing et assistant en entrepreneuriat à Azuria, Australie. Thank you for being with us. Alors, c'est une belle brochette d'intervenants. Et effectivement, donc, on va commencer avec Madame Evita Simpson. Est-ce que la présentation de Madame Simpson est prête? Elle est juste là. Est-ce que le clicker est là? J'ai besoin d'un clicker, s'il vous plaît. Un clicker. Ah, il est là. Il n'est pas là. On va commencer avec le... We're going to begin with the mic. Donc nous allons commencer avec le micro et nous aurons donc le clicker un peu plus tard. Madame Simpson, vous avez la parole. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous aujourd'hui et de partager notre expérience sur la façon dont nous apportons notre appui à nos clients afin de commencer l'auto-entrepreneuriat ou l'entrepreneuriat. Voilà où nous nous trouvons dans le monde. Nous sommes l'un des 3 États baltes au milieu entre l'Estonie et la Lituanie et nos proches voisins. Mais nous avons également une frontière avec la Russie et avec la Suède. Nous avons une population de moins de 2 millions dans le pays, mais nous avons 64 000 kilomètres carrés de terre. Notre agence d'emploi de l'État est une institution qui se trouve sous la supervision du ministère du Bien-être. Et la principale tâche de notre agence consiste à mettre en œuvre la politique de l'État afin de réduire le chômage, apporter un appui aux chômeurs, aux chercheurs d'emploi et aux personnes au risque de chômage. Et nous offrons des services aux employés et aux prestataires de services d'emploi et d'autres partenaires tels que les municipalités et les partenaires sociaux du gouvernement. Concernant nos mesures,
L'un de nos services pour appuyer ou pour commencer les activités commerciales ou l'emploi indépendant est offert depuis 2008 à nos clients. Dans cette mesure, nous impliquons les clients qui sont inscrits en tant qu'employés qui veulent commencer donc une activité commerciale ou un emploi indépendant et dont la participation est la solution la plus efficace pour leur situation de chômage. Les participants à cette mesure, donc, participent à des séminaires de l'agence et des consultants leur permettent d'améliorer leurs connaissances pour commencer une entreprise. Puis ils soumettent leurs idées de société pour évaluation et les idées les plus viables reçoivent une consultation individuelle pour l'élaboration d'un business plan et préparent ensuite leur business plan et les business plans sont évalués par les experts dans le domaine des affaires et les plus durables, les plus pérennes sont déterminés. Et lorsque nous évaluons les business plans, nous tenons compte de la qualité de l'élaboration du business plan, de la viabilité de ce projet spécifique et de la conformité avec les conditions du marché du travail existantes. Les justifications de l'utilisation de l'investissement prévu et d'autres critères que nous utilisons également. Puis nous offrons également un appui à la mise en œuvre de l'activité de l'entreprise. Nous concluons des accords avec les entreprises qui ont les business plans les plus prometteurs et nous offrons des conseils, un appui pour la mise en œuvre des business plans. Nous encadrons la mise en œuvre des business plans pendant les 2 premières années. Et lors de la première année de la mise en œuvre des business plans, l'agence offre un appui financier. C'est un appui au revenu mensuel de 750 € par mois et également une subvention unique pour commencer l'entrepreneuriat ou l'emploi indépendant jusqu'à 5 000 €. Les participants peuvent demander cette subvention unique jusqu'à 7 000 €. Et si le participant est une personne porteuse de handicap, nous apportons notre appui pour la mise en œuvre de l'adaptation du cadre de travail et ceci peut aller jusqu'à 1 000 €. Nous allons voir quels sont les résultats de cette activité au cours de ces 3 dernières années. Comme vous pouvez l'observer, le nombre de clients est en pleine croissance. Le nombre de demandes au cours de l'année dernière avait doublé par rapport à 2021 et chaque année, nous appuyons environ 70 business plans. Donc, essentiellement, il s'agit d'art, de secteur manufacturier, du service technique et scientifique, également la restauration, le secteur de gros ou de détail, etc. Les avantages de cet événement est que l'ancien chômeur qui commence une entreprise devient employeur et crée des emplois et un lieu de travail dans des régions
où ils commencent leur entreprise. Et à la fin de ma présentation, j'aimerais vous faire part de quelques réussites. Et ici, nous pouvons voir Mayra Hinriksson qui a créé un magasin de parfums et offre des services de fleurs dans le reste du pays. Et puis Sylvestre Plekins a créé une réhabilitation, une récupération pour les athlètes après blessure. Et Olga a créé donc une société pour qui répare les jouets et qui tient compte de l'écologie. Voilà donc très brièvement pour ce que nous faisons. Merci beaucoup. Merci, Madame Evita Simpson. Est-ce que vous pourriez me parler du taux de chômage en Lettonie? Le taux de chômage est autour de 17%, mais là, on parle du taux de chômage. Il est de 5,7%. Et nos clients inscrits représentent un peu plus de 51 000 participants. Mais comme j'ai déjà dit au début de ma présentation, nous sommes un petit pays. Nous parlons également de l'économie informelle. Et je ne sais pas pour votre pays. Est-ce que vous avez un secteur informel, mais en Tunisie et d'autres pays tels que la Tunisie, ce taux d'économie informelle est très important. Et je ne vais pas donner de chiffres, mais nous parlons peut-être de entre 40 et 50% de notre économie qui se trouve dans le secteur informel, ce qui est considérable. Ce taux est très élevé. Est-ce que vous avez une économie informelle et qu'avez-vous fait si vous avez ce type d'économie pour permettre aux personnes d'aller vers le secteur formel? Nous luttons contre cela et nous avons deux recherches à ce sujet. L'économie grise, nous appelons cela l'économie grise. Et l'une de ces études indique que nous avons plus de 20% d'économie informelle. Mais nous offrons beaucoup de mesures et d'activités afin de réduire ce chiffre. Et les institutions responsables, elles sont le ministère des Finances. Et la dernière activité est que chaque salaire doit être payé dans un compte bancaire et non plus en liquide. Merci beaucoup, Madame Evita Simpson de Lettonie. Nous allons passer à l'Australie maintenant avec Monsieur James Kitos. Et nous allons avoir une conversation d'anglais avec nos deux invités. Merci de votre présence après plus de 28 heures de vol pour venir jusqu'ici. Monsieur Kitos, allez-y. Vous allez nous parler de l'expérience australienne et de ce que Azuria fait pour l'emploi en Australie. Et je vous serais reconnaissant de commencer par nous dire ce qu'est Azuria et ce que fait Azuria pour l'emploi actuellement. Oui, merci beaucoup. Maintenant que j'ai mes diapositives, je peux commencer. Azuria est une offre de services offerte par l'État. Privé. Nous sommes une entreprise privée, mais nous offrons des services d'emploi. Est-ce que vous avez également des services publics d'emploi en Australie? Oui, tout à fait. Et nous avons 20 ans d'expérience pour offrir ce type de service. L'Australie est notre plus grand marché, mais nous travaillons également en Europe et en Asie. Et le programme que je vais vous présenter aujourd'hui est le programme d'aide à l'auto-emploi ou l'emploi indépendant.
Nous avons 30 spécialistes encadrants qui sont spécialistes, qui sont eux-mêmes PDG d'entreprises qui offrent ce programme. Juste un aperçu de ce programme d'assistance d'emploi indépendant en Australie. Et, nous ne sommes qu'un partenaire de ce programme. Et il s'agit d'un programme à multiples facettes, à 6 facettes. Il s'agit d'abord d'étudier un atelier d'emploi indépendant pour aider les clients à voir si c'est une bonne opportunité pour eux et quelles sont les étapes pour commencer jusqu'à la formation pour les petites entreprises, pour voir quelles sont les qualifications pour être reconnues à l'échelle nationale, et ensuite une période de conseil en bilatéral. Nous offrons donc des conseils et il s'agit là donc de sessions en bilatéral de 2 ou 3 heures pour apporter un appui indépendant et personnalisé. Nos services sont offerts non seulement aux nouveaux entrepreneurs, mais aux anciens entrepreneurs, par exemple, s'ils ont déjà une entreprise avec 5 ou 6 employés, qu'ils ont des problèmes, ils peuvent accéder à nos services de la même façon que les nouveaux entrepreneurs. Il est possible d'accéder à ce programme de différentes façons. Les personnes qui ne connaissent pas bien l'emploi indépendant peuvent commencer par un atelier avant de commencer leur propre entreprise. Nous les aidons et s'ils ont déjà une entreprise et qu'ils sont confrontés à des problèmes, nous leur offrons 3 heures de service d'aide. Sur ces 1000 clients, nous offrons des services à des personnes porteuses de handicap en leur expliquant ce que sont les soins, et la moitié d'entre eux sont des femmes. Nous investissons beaucoup dans la personnalisation de nos services, tout particulièrement pour répondre aux besoins locaux. J'aimerais vous faire part de 3 exemples de la façon dont nous procédons dans le cadre de ce programme. Tout d'abord, dans l'industrie du fitness, nous avons d'abord un bootcamp. Il s'agit d'une initiative que nous mettons en place avec un nom connu de l'industrie, du secteur, qui nous a aidés à tenir un atelier pour les entrepreneurs pour parler des défis dans ce domaine à Sydney. Et ces clients ont pu avoir des outils et des astuces pour les aider à gérer leur entreprise. Il s'agit d'une entreprise qui rapporte beaucoup. Donc, c'est un exemple de la façon dont nous pouvons personnaliser cela pour un secteur donné. Et les participants du programme reçoivent des résultats également, mais ils peuvent avoir d'autres types d'appui également. Bizability était une initiative spécifique pour les personnes porteuses de handicap avec un contenu permettant de créer une entreprise pour ces personnes. Nous avons réalisé 2 pilotes jusqu'à présent. Nous avons beaucoup investi et nous allons lancer cela dans l'ensemble du territoire australien. Les participants aiment bien l'idée de réaliser leur propre entreprise après cet atelier. Et avec Women in Trade, nous avons apporté une session pour les jeunes femmes apprenties pour qu'elles suivent cet apprentissage dans les industries en demande en Australie actuellement. Et les personnes intéressées peuvent ainsi élaborer un business plan. Nous les aidons à le faire. Et il y a beaucoup d'autres facettes de ce domaine également. Pour
je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de belles expériences et de belles réactions que nous avons eues de notre programme. J'ai choisi ceci pour vous parler de Lydia, qui est une maman de 4 enfants. Et nous avons lui donné des conseils pour son entreprise, où il y a beaucoup de concurrents. Et maintenant, elle commence et elle a une entreprise qui est en pleine évolution. Quelqu'un un secteur tout à fait différent maintenant, InfoMedUp, qui a développé cette application pour les causes d'allergie. En fait, elle s'est dit, je peux créer quelque chose comme ça, et cela est disponible maintenant dans le App Store, et je suis certain que vous pourrez, qu'elle pourra réaliser beaucoup à l'avenir. Voilà l'aperçu que je voulais vous montrer aujourd'hui. Merci, merci beaucoup de cette présentation. Comment est-ce que vous traitez la communauté des parties prenantes? Comment est-ce que vous les convainquez? Comment est-ce que vous les parlez? Oui, très bonne question, merci. Eh bien, il y a 2 parties qui me viennent à l'esprit. Je pense que lorsque vous commencez à aider quelqu'un à commencer son entreprise, lorsque c'est un travail indépendant, il y a plusieurs points à prendre en compte pour commencer une entreprise. Ça peut être un service auquel nous préparons la personne. Il peut s'agir d'une organisation de la communauté locale qui est liée au gouvernement local. Nous voyons qu'il faut s'engager avec d'autres prestataires de services. Nous offrons des sessions de formation pour leur personnel pour pouvoir identifier, par exemple, des petits entrepreneurs. Et ce que nous avons pu observer est qu'il y avait des exemples de personnes qui ont été au chômage pendant très longtemps et n'ont pas pu trouver d'opportunités pour contrôler leur avenir et créer leur entreprise, peut-être parce qu'ils ont été confrontés à des obstacles, peut-être que l'environnement du travail n'était pas propice. Eh bien, il y a eu peut-être un autre groupe de parties prenantes, les associations. Nous travaillons beaucoup avec les experts dans différents domaines. Nous devons trouver qui sont ces personnes et travailler avec eux. Peut-être l'initiative de la Chambre de commerce des femmes entrepreneurs, mais nous pouvons le faire dans tout type d'entrepreneurs. Le taux de chômage en Australie et le secteur informel. Est-ce que vous avez un secteur informel, une économie informelle en Australie, et comment vous traitez de cela? Les taux de chômage est au-dessous de 5%, vraiment très, très faible. Je ne connais pas le chiffre exact, mais pour l'économie informelle, oui, cela existe. Je n'ai pas de statistiques prêtes à ce sujet, mais il y a des mesures d'incitation pour accéder à ce programme. Non seulement vous pouvez avoir accès à cet appui de mentorat et d'encadrement, mais il y a également des investissements auxquels vous pouvez avoir accès. Il y a un réseau d'appui que nous pouvons apporter pour encourager les personnes à passer à l'emploi formel. Merci beaucoup, Monsieur Kittos. Merci. Merci. Je vais me tourner vers Madame Florence Dumontier. Vous êtes directrice Europe et Relations internationales à France Travail. Après avoir présenté France Travail, ça serait très bien de nous faire part de votre présentation. Ensuite, je vous adresserai quelques questions. Alors, je vais vous donner le micro. Merci. Tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Et puis, on va relever le défi d'intervenir après le déjeuner.
ce qui n'est pas toujours facile. Je vous remercie pour votre patience à toutes et tous. D'abord, je voudrais adresser un merci à WEPS, dont j'en suis la vice-présidente pour la région Europe. Je voudrais remercier donc WEPS, l'association mondiale, les consultants et toute l'équipe qui a préparé ce travail, la région MOPA, et saluer Feriane pour le travail et l'engagement. C'est la deuxième conférence à laquelle je participe en Tunisie et vraiment chapeau parce que c'est un très gros travail. Les thématiques sont intéressantes. La dernière fois, c'était l'immigration. Cette fois-ci, l'entrepreneuriat. Ô combien ces problématiques traversent tous les services publics d'emploi. Donc, merci pour ça. Ça, c'était le premier point. Le second point, un peu d'émotion parce que c'est la première fois qu'on intervient au titre de France Travail. On est une organisation très jeune. On a 6 semaines. Nous avons été créés le 1er janvier. Alors, je le dis sur le ton un peu de la boutade. Évidemment, auparavant, il y avait Pôle emploi, 12 années d'installation, et puis le temps d'avant, il y avait même l'UNEDIC, ACEDIC, et puis la NPE, donc beaucoup d'expérience, mais un organisme tout jeune, 6 semaines, avec de fortes ambitions politiques, et j'aurai l'occasion peut-être dans ma présentation un peu de les disséminer pour vous. Faire une présentation de France Travail serait un peu long maintenant, et je serais ravie de le faire de façon plus complète à une autre occasion. Et puis, troisième point, avant d'attaquer ma présentation, je voudrais saluer les interventions de ce matin qui, je trouve, ont planté admirablement le décor. Et dans ce que j'ai entendu ce matin, deux éléments. La question des statuts et la question des frontières entre ces statuts. Je suis entrepreneur, je suis jeune, je suis demandeur d'emploi, je suis senior, je suis une femme, je suis créateur d'entreprise, je suis étudiant. Tout ça révèle une complexité. Et en fait, un des enjeux des services publics d'emploi est quand même de travailler la personne dans toutes ses composantes. Et au fond, le statut peut être important, mais ce qui est important, c'est le projet de la personne, donc j'y reviendrai. Et puis le second point qui m'a paru important ce matin, c'est la question alors, du mode combat, même si on pourrait employer peut-être d'autres vocabulaires, mais c'est-à-dire cette perception que nous avons tous que créer l'entreprise, c'est quand même une sorte de défi qu'il faut porter à bout de bras, et qui est tous les jours quelque chose qui est du sport extrême, hein. Eh bien, au fond, si les services publics d'emploi... Un chemin de croix ? Oui, parfois. Et au fond, si les services publics d'emploi peuvent amener ces moments où c'est un peu plus facile, c'est aussi notre job. Et ça sert aussi à ça, et aussi bien dans toutes les phases du projet. Voilà, donc je voulais, avant de commencer ma présentation, donner ces indications liminaires. Alors ça marche comme ça. Non, ça marche pas comme ça. J'ai déjà raté. Non, ça marche comme ça. Voilà. Donc juste quelques éléments sur ce qui se passe du côté français aujourd'hui. 32% des Français aujourd'hui participent à une chaîne entrepreneuriale. Ça veut dire qu'on a à peu près un tiers de la population qui, à un moment, quelles que soient les étapes, contribue à cette chaîne-là. On a près de 92 000 entreprises qui ont été créées en 2022, soit 7,1% de plus par rapport à l'année d'avant. Et puis, sur ces créations, eh bien, plus de la moitié sont des micro-entrepreneurs. Ça veut dire qu'on crée son activité et puis tout seul. Et c'est intéressant parce que finalement, si l'entreprise et l'activité croissent, demain, ça devient des directeurs d'entreprise et d'un seul coup, ça peut devenir aussi des clients pour les services publics d'emploi. Et puis évidemment, comme tous les pays qui ont pu intervenir ce matin, nous encourageons la micro-entreprise pour les mêmes raisons en partie que certains, mais nous pensons en effet que lorsque l'emploi n'est pas devant vos pieds, eh bien peut-être il faut créer et inventer son activité. Point d'attention pour ce qui concerne la France, ça a été un peu aussi aperçu ce matin, mais évidemment l'engagement des femmes et puis des jeunes, et tout particulièrement dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, ce que l'on appelle dans notre langage techno les QPV. Mais point important évidemment, de permettre à ceux qui ont peut-être moins les possibilités d'accéder aussi à l'entreprise et pourquoi pas être chef d'entreprise. Que fait France Travail dans ce contexte-là ? Alors, je voudrais peut-être dire que le rôle d'un service public d'emploi, ça va être de dérisquer un projet. Le dérisquer, ça veut dire qu'à la fois, il faut bien l'appréhender, l'évaluer avec la personne, un certain nombre d'acteurs, pour que ça devienne quelque chose de positif et pas une aventure qui s'arrête et qui ne s'arrête pas bien. Donc le dérisquage du projet, et je vais le détailler un peu après, est important. Et la deuxième chose, c'est que quoi qu'il arrive, même si, et ça a été présenté ce matin, on ne va pas au bout de la création, le fait d'être dans le projet de création, c'est forcément une expérience transformante pour les personnes. Et ça, de toute façon, amène quelque chose de plus dans le parcours qui permettra de rebondir peut-être sur autre chose. Donc à France Travail, qu'est-ce qu'on fait ? On aide les demandeurs d'emploi à créer leur projet, si c'est leur projet professionnel principal. Ça veut dire que parfois on a fait du tri dans les projets d'à côté.
On oriente vers des partenaires les plus adaptés. On y reviendra un peu après, mais France Travail, j'allais dire Pôle emploi, vous voyez, c'est tout neuf. Hein. France Travail ne travaille pas seul, on intervient sur une partie du projet. Nous avons besoin de travailler avec les partenaires. Et je voudrais citer un partenaire en quelque sorte qui n'est pas des moindres, l'UNEDIC qui est à mes côtés. Je suis ravie qu'on intervienne dans le cadre du réseau des acteurs et de l'emploi avec Céline, parce qu'il y a une question de financement de la création d'entreprises, et c'est bien le rôle de l'UNEDIC, et c'est ensemble qu'on accompagne ces projets-là. Et puis France Travail intervient avec des partenaires qui sont sur le territoire, les conseils régionaux, BPI France, dont c'est le travail, et puis un certain nombre d'autres réseaux. Alors en chiffres, ça donne quoi ? Bien, à peu près 500 000 demandeurs d'emploi qui envisageaient la création, la reprise d'entreprise. Vous voyez que je ne dis pas que ce sont forcément des jeunes, parce que créer ou reprendre, ça peut être aussi une affaire de seniors, et tant mieux, et nous le savons, et c'est aussi une bonne chose. La maturité est parfois un atout. 80%, et ça c'est important, des entreprises qui sont créées et accompagnées, 3 ans après le démarrage, sont encore en vie. Alors que ce que nous savons, c'est qu'une sur 2 créées qui n'ont pas été accompagnées disparaissent. Ce matin, on parlait de mort de ces entreprises. Ce qui est sûr, c'est que le travail d'un service public d'emploi, avec ses partenaires, c'est de faire l'amont, le pendant, l'aval, c'est-à-dire c'est avant, pendant, après, parce qu'autrement, les projets peuvent tout à fait s'éteindre. Et nous développons une prestation côté France Travail, en partie sous-traitée, qui a concerné l'année dernière, plus de 100 000 personnes. Ça s'appelle Active Créa. Ça fait partie des prestations que nous délivrons. Les enjeux, et là je viens sur le côté peut-être un tout petit peu plus politique entre guillemets. Les enjeux évidemment c'est de promouvoir la création et la reprise d'entreprise comme étant une opportunité professionnelle. Vous allez nous en parler de ça dans 2 minutes. Oui. Dans 2 minutes. En 2 minutes, oui. Je termine. Je vais vite. Opportunité professionnelle, c'est-à-dire que c'est un moment de la vie. On n'est pas forcé non plus d'être créateur ou repreneur pendant 40 ans de sa vie. Comme on n'est pas forcé de s'expatrier pendant 40 ans de sa vie, on peut faire un job pendant 10 ans et refaire autre chose. Donc ce qui est intéressant, c'est les passages d'une ligne de nage à une autre. L'idée, c'est évidemment de systématiser autant que possible l'accompagnement des porteurs durant la période, je l'ai dit, avec des accompagnements spécialisés. Et puis évidemment, c'est de pouvoir permettre l'accès au financement et à la création dans un cadre qui soit sécurisé et qui limite l'isolement. Et là, en effet, l'intervention de l'UNEDIC sera intéressante. J'ai mis sur la droite un certain nombre d'exemples. Nous intervenons au niveau national, nous intervenons au niveau dans les régions. Je vais terminer très vite en disant, au fond, si je retenais 3 enjeux, eh bien, d'abord, c'est jouer la personne et son projet. On joue, on mise la confiance, j'ai beaucoup aimé ça aussi ce matin, on joue sur le projet, on le dérisque s'il faut le dérisquer, c'est la vie. De temps en temps, il y a des trucs qui ne marchent pas parce que les atouts ne sont pas là. On dérisque, mais on accompagne le projet et la personne. La deuxième chose, c'est qu'on joue collectif, avec nos partenaires, tous nos partenaires. On n'est pas seul sur la place quand on est un service public d'emploi, donc on joue collectif, et c'est d'ailleurs un bon apprentissage pour le futur entrepreneur, c'est jouer collectif. Et puis on joue local, et ça c'est un des ADN aujourd'hui de France Travail, on joue le terrain, on ne joue pas le national avec les choses qui se décident à Paris, on joue le local, il y a un sacré nombre de partenaires au niveau local, et c'est aussi leur travail leur mission que de travailler avec nous. Merci. Merci Madame Dumontier. On peut l'applaudir effectivement. Alors, je me dirige à Madame Céline Djegui, qui est directrice des affaires juridiques et institutionnelles à UNEDIC, pour la présentation. Donc, bienvenue parmi nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Bonjour à tous. Alors, je vais rapidement vous expliquer ce qu'est l'UNEDIC, puisque donc on intervient en complémentarité avec France Travail. Vous n'avez pas 6 semaines d'existence? Non, nous, on existe depuis 1958. Ah, voilà. C'est un peu plus que 6 semaines quand même. Voilà. Mais vous allez voir que, on a beaucoup travaillé avec les prédécesseurs de France Travail et on continuera avec eux. Non, en fait, en France, l'UNEDIC s'occupe de l'assurance chômage. Donc depuis 1958, comme je l'ai dit. Donc, on est une petite structure, en fait, une centaine de personnes, et on est géré par les partenaires sociaux. Donc c'est une association paritaire, moitié organisation syndicale, moitié organisation patronale, donc qui doivent se mettre d'accord pour gérer l'assurance chômage. Donc on définit les règles de l'indemnisation du chômage, on finance les allocations chômage, donc grâce aux contributions employeurs, une part d'imposition.
Alors, comme on est tout petit, vous l'aurez compris, on a ce qu'on appelle des opérateurs qui, en fait, mettent en œuvre l'assurance chômage. Donc, au premier titre, France Travail, qui donc accompagne les demandeurs d'emploi et les indemnise. Donc, il y a 2,6 millions de demandeurs d'emploi indemnisés en France. Et donc, c'est France Travail qui est l'intermédiaire, en fait, entre nous, enfin, le financeur et le demandeur d'emploi. Bon, on a un autre donc si j'ai bien compris, Madame Jegui, donc France Travail essaie d'identifier ces personnes, et c'est vous, une fois qu'elles ont été acceptées, c'est vous qui essayez de donner cette allocution, c'est bien ça? Allocation. En fait, c'est pour tous les demandeurs d'emploi, oui, effectivement. Ils s'inscrivent à France Travail, et France Travail examine s'ils ont droit à une allocation chômage. Et donc, ce qu'on fait également, c'est beaucoup d'études. Voilà, pour informer les partenaires sociaux, mais aussi le grand public sur le marché du travail ou en fait la situation des allocataires de l'assurance chômage. Alors, comment l'assurance chômage soutient en fait la création d'entreprises? On a 3 dispositifs de soutien. Alors, en France, pour bénéficier d'une allocation chômage, normalement, il faut être ce qu'on appelle en perte involontaire d'emploi. Mais, cependant, si on veut créer... En perte involontaire, si j'ai bien compris, c'est-à-dire donc un chômage technique, c'est-à-dire que vous-même, vous n'êtes pas à l'origine d'un licenciement ou peut-être d'une démission ou autre, c'est bien ça? On peut être... Enfin, non, il faut que la personne n'ait pas démissionné. Pour le faire rapidement, c'est-à-dire qu'elle a été licenciée, l'entreprise s'est arrêtée, enfin, où elle a dû... Alors, on a un certain nombre de situations. Par exemple, une personne est obligée de déménager pour suivre son conjoint. C'est considéré comme une perte involontaire d'emploi. Donc le principe, c'est ça. Les chômeurs, s'ils ont cotisé à l'assurance chômage, sont indemnisés s'ils n'ont pas souhaité être au chômage. Mais on a quand même une exception, donc relativement récente, ça existe depuis 2019, c'est la démission pour création d'entreprise qui est indemnisée. Alors bon, il y a des conditions, mais c'est-à-dire qu'une personne peut démissionner pour créer son entreprise et percevoir une allocation chômage. C'est une incitation en soi, finalement, pour aller vers l'entrepreneuriat. C'est une sécurité, puisque la personne sait qu'elle aura un revenu le temps que durent ses droits à chômage. Mais, donc, ça fait un certain temps. Alors, comment ça se passe? À partir du moment où une personne a droit à une allocation chômage, quand elle crée une entreprise, on peut l'indemniser, nous, de 2 manières. Donc, d'une part, par le cumul entre l'allocation chômage et les revenus de l'entreprise qu'elle a créée. C'est-à-dire qu'elle peut, tout en ayant des revenus du fait de sa création d'entreprise, quand même avoir une partie de son allocation chômage. La condition, c'est que la totalité des revenus ne dépasse pas ses revenus antérieurs de salariés. Puisque, bon, quand même, on indemnise des personnes pour les aider, pas pour les enrichir. Voilà. Donc, ce cumul concerne quand même 236 000 allocataires en France, donc sur une année. Et on a un autre dispositif qu'on appelle l'ARS, c'est l'aide à la reprise et création d'entreprise. Et donc là, une personne qui est demandeur d'emploi, qui crée son entreprise, peut bénéficier d'une aide qui est calculée en fonction de ses droits à chômage, ses droits à allocation chômage. Mais au lieu d'avoir mois par mois un petit peu d'allocation, elle peut avoir 60% un capital. Voilà, c'est ses droits, puisque c'est ce qu'elle a, en fait, ce à quoi elle a droit parce qu'elle a travaillé avant et qu'elle a cotisé avant. Mais elle peut l'avoir sous forme de capital qui est donné en 2 versements. Et donc, c'est souvent une vraie aide au lancement d'une entreprise. Madame Jegui, vous gérez une enveloppe de combien annuellement? Alors, le budget de l'assurance chômage, c'est 40 milliards. Mais évidemment, ça, c'est toute l'indemnisation chômage pour tous les demandeurs d'emploi. Et les ressources viennent d'où essentiellement? C'est le budget de l'État? Vous avez des fonds de trésor qui essayent d'alimenter? Alors non, c'est ce que j'expliquais rapidement tout à l'heure. En fait, c'est une contribution sur les salaires. Voilà, ça finance 2 tiers en fait de notre budget. Et il y a ce qu'on appelle la contribution sociale généralisée, qui est une sorte d'impôt pour financer les prestations sociales qui ne finance pas
que l'assurance chômage, mais également une partie de public-privé, fonction publique et secteur privé. Alors, l'UNEDIC, nous, on n'intervient que pour le secteur privé, pas du tout pour la fonction publique. Alors, voilà, normalement, les fonctionnaires ne seront pas au chômage, sauf exception, et s'ils se retrouvent au chômage, c'est leur ancien employeur qui les indemnise. Si je vous pose la question, c'est parce qu'ici, en Tunisie, nous avons une législation pour la fonction publique qui essaye peut-être d'indemniser si quelqu'un de la fonction publique part pour faire son entreprise. Mais c'est dans un but qui est complètement différent, c'est parce que nous avons un effectif pléthorique de la fonction publique en Tunisie qui grève les finances publiques. Nous sommes à peu près à 17% du PIB tunisien. Et on a, à un certain moment, donc, voté une loi pour inciter les fonctionnaires à faire de l'entrepreneuriat en couverture, selon une certaine période, donc, de leur salaire. D'accord. Bon. Un petit benchmarking. Tout à fait. Alors, donc, en plus de ces... Alors oui, juste une précision sur ces dispositifs, en fait, ça représente 4% des allocataires de l'assurance chômage. Donc 4% des personnes indemnisées sont en création d'entreprise. Alors, on intervient à l'autre bout de la chaîne si l'entreprise, par malchance, s'arrête. Et donc, ça constitue aussi un soutien en fait, à la création d'entreprises parce qu'ils savent que s'ils échouent, ils auront quand même droit à une allocation, alors qui peut prendre deux formes. Donc, il y a ce qu'on appelle l'allocation pour les travailleurs indépendants, qui est relativement récente, qui est une allocation forfaitaire qui répond à certaines conditions. Et donc, en fait, c'est pas énorme, c'est 800 € par mois pendant 6 mois, quand l'entreprise s'arrête. Ou alors, une personne qui avait ce qu'on appelle des droits à chômage parce qu'elle avait été salariée avant, elle peut reprendre son indemnisation chômage quand elle a encore des droits. Donc, voilà. J'ai une question, puisque vous êtes en train de présenter. Est-ce que tous les secteurs sont concernés ou est-ce qu'il y a quand même une sorte de discrimination positive vis-à-vis, par exemple, des travailleurs des plateformes numériques sur le digital, par exemple? Alors non, il n'y a pas de discrimination positive du tout, puisque bon, en fait, on ne sélectionne pas nécessairement les créations, enfin le domaine de création d'entreprise. Ce qui est regardé, alors c'est plutôt la partie accompagnement, donc de France Travail, c'est plus si c'est viable. Et c'est une aide à la viabilité qui est regardée. En revanche, en fait, on fait beaucoup de cas du développement des plateformes. On se rend compte que c'est finalement que 16% des créations d'entreprises qui sont des micro-entreprises de personnes qui travaillent sur des plateformes. Donc, c'est vraiment pas énorme. C'est beaucoup plus important, c'est 65% dans le domaine des transports, mais globalement, ce n'est que 16%. Je vous laisse terminer, puisqu'il nous reste 1 minute. Oui, alors donc ça, c'est en fait, Florence l'a montré tout à l'heure sous une autre forme. En fait, c'est le schéma de la création d'entreprises en France de 2010 à 2023. Donc, on voit qu'on est quand même vraiment en croissance, donc grâce un peu à tout ce qu'on a mis en place globalement. Et donc là, c'est juste un petit profilage en fait des créateurs d'entreprises. Donc, en fait, on voit que la moitié des chefs d'entreprise actuels ont créé leurs entreprises en fait en bénéficiant des aides de l'assurance chômage. Donc c'est quand même relativement important. Voilà, ça contribue quand même très sensiblement. Alors 39% des chefs d'entreprise sont des femmes. Bon, ça veut dire que 61% sont des hommes. Mais bon, ça progresse doucement. 63% ont moins de 40 ans, donc le profil, c'est plutôt des jeunes. Et 33% ont un niveau de diplôme inférieur au baccalauréat. Donc on voit que c'est quand même des personnes plutôt qualifiées. Et donc voilà, en conclusion,
Donc juste un petit focus sur les études. Alors vous voyez des études récentes qu'on a faites à l'UNEDIC, donc sur la création d'entreprises et la manière dont on les aide. Et on a aussi une partie études sur des comparaisons internationales. Et donc là, je vous ai mis une étude qui est accessible sur notre site internet et donc qui montre en fait une comparaison des dispositifs de l'indemnisation du chômage pour les créateurs d'entreprises ou travailleurs indépendants dans 14 pays européens. D'accord, je remercie beaucoup Madame Jegui, ça mérite des applaudissements donc, pour la pertinence de l'intervention. Et là, j'en viens à Madame Asma Ben Hassan, donc, qui est fondatrice et présidente de Tunisia Inclusive Labour Institute. On n'a pas beaucoup peut-être évoqué la question de l'informalité, bien qu'elle soit très très importante, Asma, ici en Tunisie. Vous avez été à l'origine en 2019 d'une étude très très intéressante sur la question. Votre présentation parle d'informalité et stratégie de formalisation en Tunisie, exemple du statut de l'auto-entrepreneur. Ce statut-là sera discuté par la suite avec M. Ragheni, mais globalement, la genèse, je dirais, de cette idée de combler l'informel par des outils comme donc, le statut de l'auto-entrepreneur. Quand est-ce que l'idée a commencé à germer? C'est pour quel besoin finalement et pour quel objectif chiffré, si c'est possible? D'accord. Donc tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc en fait, vous avez maintenant évoqué la question de la genèse de l'idée. Donc l'idée de travailler sur un cadre législatif attractif qui permet la transition vers l'économie formelle était une idée très ancienne. Donc on a commencé un projet à la fin de 2012, le projet Tilly. C'était un projet en collaboration pendant des années avec le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi. L'objectif, c'est de comprendre la question de l'informalité en Tunisie, puisque c'était le premier projet qui abordait cette question. Et nous également, lorsqu'on a commencé le projet, on galérait avec les définitions de l'informalité. Il y avait une confusion au niveau des concepts, économie, travail, emploi et secteur. Et il y avait plusieurs appellations. Madame tout à l'heure a parlé de grey economy, mais il y a l'économie souterraine, il y a une confusion par rapport à l'économie, par exemple l'économie illégale, l'économie souterraine, l'économie noire, le secteur et plusieurs appellations. Donc c'était très important au début du projet de comprendre et d'avoir des chiffres sur l'économie informelle en Tunisie, le secteur informel. De quelle informalité parlons-nous? De quelle informalité parlons-nous, oui, finalement? et bien évidemment, ça nous a même aidé à implémenter le projet. Est-ce qu'on va travailler sur le secteur informel? Est-ce qu'on est assez outillé pour réduire le secteur informel, l'économie informelle, ou plutôt de travailler sur l'emploi informel? Bien sûr, nous sommes une organisation de la société civile, et donc, bien sûr, nous avons une approche sociale. Ce qui nous intéressait beaucoup plus, c'est travailler sur les personnes et faciliter l'accès à leurs droits économiques, socio-économiques. Donc, on a commencé ce projet-là avec une première phase de diagnostic sur le statut de l'emploi informel en Tunisie, avec une première étude en 2013, toujours en partenariat avec le ministère de la Formation professionnelle, pour comprendre quelles sont les raisons de l'informalité, des statuts informels. Qui sont ces gens-là? Est-ce qu'ils sont des jeunes? Est-ce qu'ils sont qualifiés? Est-ce qu'ils sont moins jeunes? Dans quel secteur d'activité? Quelles sont les barrières à la formalisation? Est-ce que c'était volontaire d'être dans l'informel ou c'était plutôt une obligation parce qu'on n'a pas de choix? Donc il y avait beaucoup de résultats qui ont été sortis de cette étude. Il y avait le côté volontaire, il y avait des gens qui, comme il y a aujourd'hui cette stigmatisation envers les travailleurs informels, où on les qualifie de personnes qui font de l'évasion fiscale, on le retrouve. Donc il y avait des gens qui préfèrent travailler dans le noir, ne pas être identifiés, ne pas être enregistrés, mais également il y a beaucoup de personnes qui, parce qu'ils étaient dans le chômage avec des taux d'ancienneté, c'est-à-dire le taux d'ancienneté dans le chômage était passé 2-3 ans. C'est pour cette raison ils ont préféré d'aller d'exercer des activités informelles. Il y a également quelques mesures de l'État qui poussent également à l'informalité. Lorsque les jeunes diplômés, ils espèrent réussir dans des concours nationaux, donc ils préfèrent ne pas exercer des activités formelles puisqu'ils seront plus éligibles à participer à ces concours-là. Il y avait également
quelques mécanismes de l'État, les instruments 32 et autres. Il y a des instruments également où les gens travaillent de façon informelle. Moi, je parle de 2012, 2013, 2014, 2015. Donc, Asma, je voudrais peut-être interagir avec vous parce que la réflexion est très très importante. Je ne sais plus qui a dit quelque chose qui m'a interpellé une fois sur un panel comme celui-ci, qui m'a dit en Tunisie, aller dans l'informalité, c'est de l'optimisation. Oui, pour certains, oui. Il s'agit des personnes, oui. Il y a des personnes qui pensent, par exemple, je pourrais donner 2 exemples. Par rapport aux salariés, il y a des gens qui travaillent en tant que salariés, ils ne veulent pas être formels, ils veulent épargner sur la cotisation sociale, sur la partie qu'ils vont payer en tant qu'impôt. Donc, ils veulent garder ce montant-là et être dans l'informel, quel que soit le risque de l'informel. C'est toujours des jeunes qui n'ont pas assez d'expérience, qui ne sont pas avertis au risque professionnel, à l'importance d'avoir une retraite, d'avoir une sécurité sociale. Donc, ça existe. Pour les autres qui sont, par exemple, les unités, oui, c'est une optimisation, puisqu'il n'y a pas de paiement, il n'y a pas de charge assez lourde pour créer son unité. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de charges. Il y a beaucoup de charges, mais d'autre côté... Dans la formalité, il y a beaucoup de charges. Mais l'informalité, on paye, il y a un prix à payer, l'informalité. Je donne un exemple. Lors de la crise Covid, quelle est la population qui a été la plus vulnérable, qui était la plus touchée, qui n'a reçu aucune assistance financière? C'est les travailleurs informels. Et l'une des raisons, c'est la difficulté d'identifier les travailleurs informels, c'est-à-dire qu'ils ne existent sur aucune base de données. Moi, on a fait même une étude, on a trouvé que 3%, par exemple, des femmes dans l'informel ont reçu l'assistance financière de 200 dinars sur 2 mois. Et ça, c'est alarmant. Donc, ces gens-là, ils ont payé le prix d'être dans l'informel. Et même l'État... J'essaie de vous challenger. D'un autre côté aussi, il y en a beaucoup qui disent Covid, ça ne vient pas tous les ans. Ah oui. Ok. Mais il y a les crises économiques, c'était une crise sanitaire. C'est pour cela que j'ai parlé d'optimisation, en fait. Aujourd'hui, il y a la crise. Il y a 2 ans ou 4 ans, il y avait la crise sanitaire. Aujourd'hui, il y a d'autres crises, les guerres, les crises économiques, ça peut toujours arriver. Alors, pour revenir au statut de l'auto-entrepreneur, justement, dans ce décor que vous venez de planter si brillamment, pourquoi ce besoin a été créé? Et surtout, la question pertinente à mon sens, il vise qui? Voilà. Donc, suite aux résultats que nous avons présentés, on a constitué des équipes de travail de différents ministères, avec les partenaires sociaux, les composantes de la société civile. On a commencé à réfléchir sur les mécanismes d'appui à la transition. On est ressorti avec 17 recommandations et l'une des recommandations, la plus importante d'ailleurs, c'est de faciliter le cadre législatif, puisque parmi les barrières à la formalisation, c'est la complexité des procédures administratives, c'est la bureaucratie, c'est le fait que les régimes existants, les régimes fiscaux ou les régimes de la sécurité sociale ne répondent pas aux attentes des travailleurs informels. Et donc, on a choisi de travailler on a choisi une population parmi les différentes populations de l'informel, celle des personnes qui travaillent à leur propre compte. Ils représentent actuellement 40% de la population qui est dans l'informel, qui est déjà 44,6% de la population active, aux alentours d'1,6 million actifs informels en Tunisie. Donc 40%, ils travaillent à leur propre compte. On sait très bien en Tunisie, 80% des toutes petites entreprises, ce sont des entreprises individuelles. Donc ce statut de loi, il peut viser approximativement 350 000 personnes auto-entrepreneurs dans l'informel. Alors justement, je vais interpeller M. Rarieni sur cette question du statut de l'auto-entrepreneur. Qui est visé? Quelles sont, je dirais, les conditions pour y être? Et surtout, est-ce que les incitations qui y sont permettent réellement d'aller de l'informel vers le formel? Merci beaucoup, merci pour cette merci pour cette invitation. La population cible, comme décrit dans la loi promulguée du statut de l'auto-entrepreneur le 20 juin 2020, c'est toute personne physique de nationalité tunisienne qui exerce à titre individuel une activité dans le secteur industriel
ou bien les industries traditionnelles, ou bien l'artisanat, ou bien le commerce. Et bien sûr, tous les services autres que les professions non commerciales. Pratiquement, ça, ce sont les personnes qui sont visées par ce statut. Par rapport aux objectifs... L'agriculture, elle n'est pas concernée. Elle ne figure, elle ne figure pas dans le... Okay. D'accord. Mais concernant les objectifs de la loi portant sur le statut de l'auto-entrepreneur, pratiquement on compte 5 à 6 objectifs. C'est premièrement intégrer le secteur informel, soutenir l'initiative privée, ça c'est en général. Bien sûr, par la suite, c'est rapprocher les services et élargir la base des bénéficiaires du système de couverture sociale. Entre autres, c'est réduire aussi les démarches administratives et élargir essentiellement l'assiette des contribuables. Et pour mettre tout ça en œuvre, notre ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle a préparé d'une manière collaborative, bien sûr participative, un plan d'action qui vise l'opérationnalisation de ce statut et bien sûr par la suite activer la plateforme des services électroniques qui va gérer tout ce système parce que tout est digitalisé. L'inscription, la réinscription, par la suite, tout ce qui est les déclarations et ainsi de suite, même les contributions. Tout le process est digitalisé. Tout le process est digitalisé. Partant que ces gens, réellement, il faut le dire, entre guillemets, ils n'ont pas confiance dans l'administration. C'est pour cela qu'on a opté pour un système totalement digitalisé. D'un autre côté aussi, j'essaie de vous challenger, Cyril. D'accord. Ce sont des populations qui souvent n'ont pas un smartphone. Oui, je sais. Ils ont peut-être un téléphone, donc juste pour avoir un appel, mais pas un smartphone. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour cela, parmi les axes qu'on a préparés, donc il y a un axe dédié de tout ce qui est communication et sensibilisation et même formation des différents acteurs de l'écosystème qui vont accompagner, même on arrive à assister ces entrepreneurs, même dans l'inscription, dans l'enregistrement. Je vais vous donner un user case. Moi, je suis dans l'informel. D'accord. J'entends vous parler aujourd'hui, je vous entends parler, et je voudrais être dans le formel et être un auto-entrepreneur. Qu'est-ce que je gagnerais? Dans tous les cas, un statut social, bien sûr, ça c'est très important même. Je vais avancer un peu, donc tu ne m'as pas laissé le temps de présenter. Je suis en train dans tous de les cas, poser c'est pas grave. des questions. C'est pas grave. Qu'est-ce qui n'est pas grave? Je vais vous répondre. Ah d'accord, je vais allez-y. répondre. D'accord. Un statut social, ça c'est très important et on a testé tout ça. Disons quand on a testé tout ça. On a testé tout ça dans les formations qu'on fait. Au niveau de l'ANITI, on a un outil qui s'appelle « Organiser et formaliser votre projet ». C'est un module de formation sur 5 jours. Il est réservé pour cette population. Et on a essayé, depuis les travaux qui ont été faits depuis 2013, même après, d'aller vers cette population. Sur place. Généralement, cette population n'a pas l'habitude d'aller chez nous dans les bureaux d'emploi ou même dans les espaces à entreprendre. Comment on peut atteindre ou arriver à cette population? On a essayé de réseauter, même au niveau régional, avec les associations actives, surtout dans la sensibilisation sur la formalisation. Et on a beaucoup d'expériences réussies. Bon, je n'ai pas de chiffres à te dire, mais réellement, on a fait des centaines, des actions de formation. Donc, l'équipe TILI a été un partenaire par rapport à ça. Et on a quand même des chiffres encourageants par rapport, peut-être Asma, elle peut parler davantage par rapport à ce module de formation et le contenu de ce module de formation. Mais l'avantage, c'est qu'on a quelques chiffres encourageants qui nous disent qu'il y a beaucoup de gens réellement sur
ils s'intéressent, ils ont formalisé leur activité réellement. Et bien sûr, après, au niveau de l'ANITI, on octroie des avantages et des bourses d'accompagnement à cette population qui va se diriger vers la formalisation et, soi-disant, sortir de l'informel, sortir du l'ombre, donc pour venir dans le monde de formalisation. Je vous remercie. Merci pour... vous avez terminé votre présentation. Le plan d'action, je n'ai pas présenté mon plan d'action. Dans tous les cas, ce n'est pas grave. Donc, le plan d'action, juste plan d'action, allez-y, voilà, allez-y, on a le temps. Pour terminer, donc, il y a 4 axes dans le plan d'action. Il y a l'axe... vas-y, Asma. Ah là, c'est ça. Il y a 4. L'axe réglementaire, il y a plusieurs actions. Donc, si vous permettez, je vais... c'est devant vous. C'est illisible un peu. Soyez à l'aise, oui. Donc, et en tant que ma qualité de formateur, je préfère être debout. D'accord, pour présenter. Okay. Mais, le premier axe porte sur l'aspect réglementaire. Donc, il y a 3 actions à mener. La première, c'est la promulgation d'un arrêté relatif à la gestion et l'organisation de la plateforme des services électroniques. Un deadline, dans tous les cas, tout ce processus sera normalement opérationnel avant juin 2024. Okay. Donc, un arrêté dans ce sens sera publié. Les 2 autres actions sont relatives à la signature des conventions, donc avec les différents acteurs, que ce soit impliqués dans le processus d'activation du statut ou bien avec les acteurs impliqués dans la phase de paiement. Donc, à chaque fois, vous voyez, il y a l'institution qui va piloter tout ça, bien sûr, avec les partenaires. Tout ce plan d'action, il était travaillé d'une manière collaborative, d'une manière, c'est-à-dire avec tous les partenaires impliqués dans ce statut. La partie organisationnelle, elle va commencer par la création d'une unité de gestion basée sur les objectifs. Ça sera notre ministère de l'Emploi qui est chef de pile, qui va piloter toute cette action. Bien sûr, avant avril 2024, un arrêté publié au journal officiel dans ce sens sera prêt. Établir par la suite un cadre de gouvernance. Le cadre est déjà prêt à l'utilisation. Voilà la partie formation. Un guide d'accompagnement sur de l'auto-entrepreneur sera normalement prêt avant avril 2024 pour par la suite mener les actions et assurer les actions de formation au profit des accompagnateurs dans les différentes structures et spécialement notre ministère et le ministère des Affaires sociales avec ses structures CNACS et ainsi de suite. Donc pour les structures du ministère, ça sera l'ANITI qui va porter ce programme. Mais par la suite, vas-y Asma, merci. Donc l'aspect technologique, surtout les 2 premières actions, c'est la mise en place de cette plateforme. C'est l'ARANE qui est en charge de cette action. Elle va assurer pratiquement, la plateforme est à 90% prête pour être opérationnelle avant juin 2024 pour la première partie qui est réservée à l'enregistrement, à la déclaration de chiffre d'affaires, et la deuxième partie de cette plateforme pour les autres opérations sera prête normalement avant décembre 2024. Par la suite, on peut passer, Asma, à au dernier axe qui est l'axe portant sur la communication. La première action, c'est préparer un plan de communication. Tout ça se fait en mode en parallèle, c'est-à-dire tous les axes se font en parallèle. Préparer un plan de communication et de sensibilisation qui prend bien sûr en considération la spécificité de la population cible. Par la suite, le mettre en œuvre. Et enfin, on ne peut pas être seul au niveau que ce soit du ministère ou bien de l'ANITI. Un plan de formation est dédié pour les associations, surtout actives, dans l'accompagnement des gens qui veulent se diriger de l'informel vers le formel. Par rapport à la contribution de l'ANITI, j'ai déjà parlé, nous, au niveau de l'ANITI, on dispose d'un noyau de formateurs est égal à peu près à 140 conseillers formateurs.
Ils se sont formés entre 2018 et 2019, si j'ai la mémoire, Asma. Donc, ça, spécialement pour aider les gens qui opèrent dans l'informel. J'ai pas compris. Comment Asma, elle garde votre mémoire ou quoi? J'ai pas compris. Asma, c'est la gardienne de la mémoire. Dans tous les cas, voilà, c'est le raison d'être de ce module de formation, c'est assurer l'accompagnement des personnes qui veulent s'orienter vers le formel et sensibiliser aussi autour du statut de l'auto-entrepreneur. Merci, Monsieur Ragheni. On l'applaudit, s'il vous plaît. Alors, je vais me tourner vers la salle pour récolter vos remarques, vos interventions. J'insiste. Oui, cher monsieur, je vais vous donner la parole. Alors, mademoiselle l'hôtesse, le micro, s'il vous plaît. Monsieur qui est là. Et comme d'habitude, une petite recommandation. Monsieur qui est derrière, s'il vous plaît. Oui, c'est monsieur. Soyez bref et concis. Merci. Ouais, ça va prendre 30 secondes au maximum. Donc moi je pense, bon, je remercie l'ensemble. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je suis le directeur général de l'Agence de l'emploi de la Mauritanie. Bienvenue. Okay, merci beaucoup. Donc je pense que, bon, pour ce qui est concernant le secteur informel particulièrement, c'est un secteur qui est extrêmement important, qui n'est pas pris en considération, c'est-à-dire dans les cadres des politiques, de l'emploi, de façon générale. Parce que moi, je connais en Mauritanie, il y a des secteurs, le secteur de l'élevage et celui de l'agriculture, qui embauchent pas moins de 400 à 500 000 personnes. C'est-à-dire dans la chaîne de production, commençant par des gens qui vendaient la viande, qui les transforment en autre chose, les laits et autres, et qui travaillent dans le domaine d'une façon générale et informelle. Je pense qu'il y a le secteur public, le secteur privé et le secteur informel. Et le secteur informel, et ça, il y a une intersection entre l'ensemble. Bon, et le secteur informel, il y a un grand défi pour le formaliser. Parce que les gens fuient toujours la lenteur de l'administration, les taxes, les impôts, la déclaration des TVA. Si tu embauches quelqu'un ou deux, on t'impose de faire des contrats, parfois. Donc, c'est même anti-création d'emplois, si tu le pousses à le faire. Donc, il y a une contradiction qui doit être réglée. On n'a pas le temps de tout dire, mais c'est le constat que j'ai fait. C'est une question qui doit être prise en considération. Merci beaucoup. Merci, cher monsieur. D'autres interventions sur ce que nos panélistes ont débattu? Monsieur qui est juste là, oui. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Thank you. Merci. Je suis du BIT et j'ai beaucoup de questions, mais j'en poserai uniquement quelques-unes. En premier lieu, je commencerai par l'Australie avec Azuria. Est-ce que vous êtes prestataire? Est-ce que vous travaillez avec le ministère pour apporter des services publics d'emploi? Comment vous collaborez avec le ministère? Est-ce que je peux poser toutes mes questions ou une par une? Pour la France, une présentation très intéressante. Ma question est la suivante. Avec France Travail, comment est-ce que vous collaborez entre l'UNEDIC et France Travail du fait que France Travail coordonne plusieurs acteurs? Est-ce qu'il y a plus de collaboration maintenant ou un parcours différent avec des participants qui viennent à France Travail peuvent bénéficier également des services que l'UNEDIC offre? Et enfin, Monsieur le Président, une question pour la Tunisie avec un programme très complet pour le développement des entreprises. Et je me demandais si il y a un plan d'action
Et si cela est lié au programme de l'ANETI pour développer l'entrepreneuriat, ou c'est un plan de programme pour le ministère et non pas pour l'ANETI? Comment il collabore? Ce que vous venez de faire, l'auto-entrepreneur, s'agit-il d'une plateforme en relation avec l'ANETI particulièrement, ou est-ce que cela concerne tout le ministère, pas uniquement donc l'ANETI par rapport à l'auto-entrepreneur? On va revenir vers vous, mais juste, je voudrais peut-être prendre une dernière question, ensuite donner la parole aux panélistes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va aller avec M. Kittos. Pour vous. First of all, the question. En premier lieu, je vous donne la parole, M. Kittos, pour le programme d'assistance d'auto-entrepreneuriat est un programme qui permet d'offrir des services, et beaucoup de prestataires peuvent offrir leurs services en Australie. Comment, le micro s'il vous plaît, comment est-ce que vous êtes en train de travailler en synergie? Voilà, pour France Travail, on s'appuie d'abord sur une convention tripartite France Travail et une convention d'objectifs. Alors ça existait évidemment du temps de Pôle emploi, ça existait même du temps avant avec l'Agence nationale pour l'emploi. Donc Pôle emploi ou France Travail, nous avons une convention tripartite qui fixe des objectifs et des moyens. Et les deux stakeholders de cette convention, ce sont l'État et l'UNEDIC, qui évidemment avec France Travail maintenant projette des ambitions avec des objectifs et projette des moyens. Et cette convention, elle est monitorée, j'ai envie de dire, très régulièrement avec des points qui sont faits à date pour la réviser. Elle fait l'objet annuellement d'un réexamen, et puis elle est souvent pour 3 ans, hein, et puis donc elle est réévaluée. Cette convention, voilà, ça c'est le point de vue global. Je pourrais parler du conseil d'administration, mais je vais peut-être laisser Céline le décliner. Et puis, pour la naissance de France Travail aujourd'hui, là, il y a une coopération qui est en train de s'installer au niveau local. Beaucoup de dispositifs que nous sommes en train de tester, puisque France Travail est vraiment rentré là aujourd'hui dans une idée où nous testons les dispositifs avant de les déployer. Je vais prendre l'exemple du RSA. En France, il y a un revenu de solidarité active. Pour le savoir, par exemple, 60% des personnes qui bénéficiaient de ce revenu n'étaient pas connues des services publics d'emploi. Un des objets, c'est que demain, l'entièreté des bénéficiaires du RSA soient connus des services publics d'emploi pour être remis sur un chemin du travail. Identifiés, donc. Les identifier, absolument, c'est complètement cela. Et pour le faire, nous travaillons avec tous les acteurs locaux, donc par exemple les départements, parce qu'en France, ce sont les départements qui versent le RSA. Et donc là, aujourd'hui, il y a des coopérations locales qui s'installent. Mais le nerf de la guerre pour coopérer, discuter et se concerter, ça va être le SI, le système d'information, et un des gros objets de France Travail. Et d'ailleurs, je pense que l'UNEDIC sera partie prenante, bien évidemment. Demain, on le sait, dans nos métiers, c'est la data qui est le cœur. Et donc, un des enjeux, c'est que nous ayons un SI plateforme dans lequel l'ensemble des partenaires va venir se pluguer pour leur restituer de l'information et puis aussi pouvoir produire de la donnée de l'analyse. Donc, une convention, de la négociation, des enjeux locaux, et puis un SI qui peut... voilà, et un conseil d'administration aussi. Je te laisse peut-être, Céline. Oui, donc en fait, on est quand même entre France Travail et l'UNEDIC interconnectés, je dirais, tous les jours. Alors en fait, il y a effectivement la convention tripartite qui est le cadre d'action, en fait, qui dit qui fait quoi entre l'État, l'UNEDIC et France Travail. Et puis après, dans la déclinaison, elle se fait à travers les organes décisionnels, donc les conseils d'administration. Donc notre conseil d'administration, comme je le disais, c'est les organisations patronales et les organisations syndicales qui sont, elles aussi, dans le conseil d'administration de Pôle emploi. De France Travail. Voilà. Et après, sur la mise en œuvre de la réglementation, donc à l'UNEDIC, on élabore la réglementation de l'assurance chômage que France Travail
met en œuvre. Et en fait, sur la façon de mettre en œuvre, donc on leur dit ce qu'il faut faire, mais on est quand même en contact tous les jours. Moi, je suis tous les jours avec la direction de la réglementation de France Travail au téléphone ou en réunion pour voir si on dit de faire comme ça, qu'est-ce que ça donne concrètement sur le terrain, puisque c'est France Travail qui est sur le terrain. Donc voilà, on est vraiment en échange interconnecté, constant. tout à fait. Voilà. So, sir, if I heard your question... Si j'ai bien compris votre question, vous demandiez, pour le cas de la Tunisie, si le projet de travail indépendant était géré par l'ANETI ou par tout le ministère. C'est bien ça? Dans le micro, s'il vous plaît. Oui, en partie, oui. Mais cela était plutôt lié parce que je sais, d'après la présentation de ce matin et de cet après-midi, que l'ANETI mettait en œuvre de nombreux programmes. Mais la présentation sur le plan d'action et sur le statut de l'entrepreneur était plutôt montrer davantage la responsabilité du ministère par le biais de la formation professionnelle. Est-ce que l'ANETI en fait partie ou est-ce que ce sont deux choses différentes, deux strates différentes, ou est-ce que l'un est géré par le ministère et la mise en œuvre, par exemple, par l'ANETI, ou ce sont deux programmes différents? L'exécution de ce projet de l'auto-entrepreneur, c'est-à-dire est-ce que vous êtes dans l'implémentation uniquement ou est-ce qu'il y a d'autres ministères qui sont en train de gérer donc ce programme? D'accord. Par rapport à la plateforme, et comme j'ai déjà mentionné, la mise en place et la conception de la plateforme, elle est pilotée par le Registre national des entreprises tunisiens, mais en étroite collaboration avec plusieurs structures, à savoir le ministère des Finances, le ministère des Affaires sociales, notre ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, le ministère de la Technologie et de Communication. D'accord. Le fait ici, donc, c'est désigner dans chaque structure quelqu'un qui va être responsable de la gestion sur la plateforme. Et pour cela, il y a tout un plan de formation qui a été mis en œuvre pour former ces référents, pour que chaque structure, chaque référent qui appartient à cette structure gère sa partie dans la plateforme. Voilà, c'est clair, c'est clair. I think it's obvious what he said. Je pense que c'est très clair, très bien. Je voudrais, à la fin de ce panel, s'il vous plaît, remercier Madame Evita Simpson pour la pertinence de ses propos. Sous vos applaudissements aussi, je vous remercie. Madame Florence Dumontier, merci également. Madame Céline Jagui, félicitations et merci encore pour cette présentation. Madame Asma Ben Hassan, merci aussi. Et puis, si Mohamed Chawqi Rarieni, merci, bravo. Un grand bravo à Monsieur James Kitos pour cette présentation aussi. Alors, avant de vous libérer, on va assister à une belle success story. On va essayer de terminer en apothéose, en beauté. Et j'invite, pour ce faire, sous vos applaudissements, Madame Oumaima Hajej. Restez-y si vous voulez la regarder à partir de là-bas. C'est quand vous voulez, hein, donc voilà, restez-y. Donc venez sur le pupitre, Oumaima. Alors vous avez une success story avec du biscuit qui s'appelle Kouni, Eat Me, mange-moi. Voilà, et vous allez le temps de... Bien sûr, vous allez avoir le mien. Merci. À vous la parole, Oumaima. Donc, bonjour tout le monde. Ceci est un biscuit banal. Sauf que celui-là est un biscuit extraordinaire. Parce que vous pouvez personnaliser et écrire le texte que vous désirez sur le biscuit. Donc, je suis Oumaima Hajej et je vends des biscuits. J'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs. La première chose, après avoir pitché mon idée à mon père, c'était, ce qu'il m'a répondu, c'était « Bravo Oumaima, maintenant, dis-moi de quoi tu as besoin. » Donc, lui, c'est mon papa et mon support.
Donc, une semaine après, il est revenu à la maison avec un lot de packaging que je désirais. Il m'a dit, Oumaima, maintenant, tu as ta centaine de packaging, c'est à toi de jouer. Donc, au début, j'avais le packaging, mais je n'avais pas le biscuit. Même l'écriture, elle était illisible sur les biscuits. Petit à petit, ça a commencé à prendre. On a commencé à avoir plusieurs commandes. C'est un biscuit cool, sympathique et hyper instagrammable. C'est un biscuit pur beurre, sans additifs ni conservateurs. Donc, c'est un biscuit joli et super beau. Donc, et ça, je faisais tout ça de ma maison. Je faisais mes études le matin, le soir, je partageais la cuisine avec ma mère. Elle cuisinait le matin et moi, je préparais les biscuits le soir. Donc, j'avais aucune structure. C'était juste un petit projet pour avoir un peu d'argent de poche et peut-être, pourquoi pas, voyager. Jusqu'au jour où j'ai reçu le coup de fil qui a changé le parcours de Kony. J'ai reçu le coup de fil d'une entreprise pour le lancement de la nouvelle Land Rover en Tunisie. Ils ont commandé une centaine de paquets. Eux, ils croyaient qu'on était une grande entreprise, qu'on avait un département marketing, un département achat. Sauf que moi, je produisais les biscuits dans la maison, dans la cuisine, et on les emballait dans le salon et la salle à manger. Et dans le garage aussi? On n'avait pas de garage. J'étais pas Mark Zuckerberg, mais Inch'Allah, peut-être un jour. Donc, on emballait les biscuits dans le salon et la salle à manger, et on envoyait ça à nos clients. Le problème était que je n'avais pas de patente. Du coup, je ne pouvais pas fournir de facture. Sauf que les clients B2B ont commencé à affluer. Et j'ai commencé à avoir beaucoup de demandes pour les biscuits, pour les cadeaux de fin d'année, pour les conférences. Et pour ce marché-là, le marché du B2B s'est beaucoup développé. Aussi, je suis arrivée à la pleine production dans la cuisine de la maison. Donc, j'ai cassé 2 fours et 3 batteurs de ma mère. Je les ai remplacés. Hein. Donc, mais moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que tu nous as ramené quelques biscuits pour les... Bien sûr, j'étais à la marketplace, il y a des biscuits à la marketplace. Donc, tout à l'heure, on va aller jusqu'à ton stand. Oui. Super. Merci. Oui. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous apporter pour dire la même chose ou... Donc voilà. Du coup, je me suis vue obligée un peu pour pouvoir facturer et donner une facture en bonne et due forme à mes clients. Je devais avoir une structure. Donc j'ai investi tout l'argent que j'ai eu. J'ai pas voyagé, hein, mais j'ai investi tout l'argent pour ouvrir en décembre 2019 notre première unité de production. 3 mois après, il y a eu le Covid. Plus besoin d'avoir des biscuits personnalisés. Plus aucune personne ne commandait de biscuits. Sauf que moi, maintenant, puisque j'avais une patente, j'avais un risque de faillite. Du coup, je devais trouver des solutions. J'ai créé des produits pour les vendre aux épiceries du coin. Parmi les produits, c'était le Cookie Cap, un verre en biscuit. Donc, ce petit verre-là, il a changé Kony une autre fois. Donc, pourquoi? Parce que j'ai repéré, ça a marché, ça a très bien fonctionné. Du coup, j'ai voulu développer ça et voilà les biscuits. Donc, j'ai voulu développer ça et un peu industrialiser le processus. J'ai repéré une machine sur les réseaux sociaux. J'ai acheté la machine, sauf que la machine ne fabriquait pas des cookie caps, mais plutôt les fonds de tarte. Et ma bonne étoile était que c'était juste 3 semaines avant le Ramadan. Et qui dit Ramadan, tu dis merci. Mais... C'est l'avantage de participer dans un panel. Je donnerai après. Donc, non, je vais la restituer, oui. Donc, la machine, elle ne faisait pas des cookie caps, mais plutôt des fonds de tarte. Et c'était juste 3 semaines avant le Ramadan. Donc, je me suis dit, pourquoi pas développer un nouveau produit, d'autant plus qu'on ne pouvait plus faire des biscuits personnalisés, ni pour les entreprises, ni comme cadeau. Donc, c'est comme ça que cette machine-là, que j'ai acquise par erreur, disons, qui est devenue 10 machines, et maintenant on a 12 machines. On a développé notre gamme de produits, on vend dans plusieurs épiceries. La plupart des épiceries fines sur le Grand Tunis, c'est la Tunisie. On livre partout en Tunisie. Donc,
L'année dernière, en 2023, on a ouvert notre deuxième unité de production. Moi qui étais seule, qui fabriquais seule mes biscuits avec mes parents dans la cuisine de mes parents, maintenant on est une équipe de 10 personnes. J'espère qu'on sera beaucoup plus. J'espère que l'aventure continuera. Et merci beaucoup. À bientôt. Merci Oumaima, merci de nous faire rêver et surtout de dire qu'à partir d'un petit biscuit, on peut faire de l'entrepreneuriat qui marche très très bien aussi. Je remercie pour ce retour d'expérience, ce témoignage. Je vais le goûter tout à l'heure, mais il a l'air d'être très bon aussi. Donc, voilà. J'attends votre feedback. Oui, tout à fait. Vous allez la voir. Alors, au terme de ce panel, donc sur l'entrepreneuriat, un levier d'action pour pallier l'informel et l'exclusion sociale, merci à tous les panélistes. Merci à vous d'avoir été jusque-là avec nous. Et nous avons, alors on me dit, un petit cadeau pour vous. Alors, une visite virtuelle qui sera faite par un entrepreneur avec donc ça, voilà son gadget. Vous allez vous présenter. Je peux monter. D'accord. Donnez-moi mon micro. Vous voulez aller au pupitre avec le micro? Comme vous voulez. Allez au pupitre. Test. Bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être présent ici. Je vais vous voyager avec vous dans un voyage dans le futur. Imaginez que vous pouvez emmener votre fils à Carthage pour voir les monuments et voir reconstitués il y a 2000 ans. Imaginez que vous pouvez visiter avec votre famille un site archéologique à Sbitla ou un site archéologique à Kerkouel. Imaginez que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sauf que vous êtes sur votre place. Donc, on a utilisé la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'est une technologie qui nous permet de voir en 3D, en 360, n'importe quelle expérience comme si nous sommes dedans. Donc, je suis Ayman Hamemi, le chef département éducatif chez DCX, Digital Cultural Experience. Chez Digital Cultural Experience, nous essayons de promouvoir le patrimoine tunisien pour le promouvoir grâce aux nouvelles technologies comme la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc, avec un contenu adapté, avec ce casque, on peut visiter n'importe quel monument, on peut vivre n'importe quelle expérience immersive, visuelle et auditive. Donc, la start-up a été fondée en 2018 et après 5 ans, nous avons réussi à faire 5 expériences qui sont déjà un exploit pour nous. Une expérience est située au Musée national de Carthage. C'est une reconstitution de tout le site archéologique à la période punique. La deuxième expérience, c'était à Djerba. Nous essayons de montrer au monde que la tolérance entre les religions qui se trouvent à Tunis, c'est une visite guidée de la mosquée de Fadloun. Vous pouvez visiter sur la même expérience Djerba et le Riba, et la cathédrale. Et dernièrement, on a réussi à mettre au monde notre cher nous le sommes bébés. C'est une expérience qui nous permet de voir les troglodytes de Matmata avec la chambre de tissage, avec l'huilerie traditionnelle, avec les animaux qui se trouvent sous la terre. J'aimerais bien, nous avons un stand ici et nous serons demain disponibles. Donc n'hésitez pas à venir et explorer la puissance de la réalité virtuelle. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, nos chers invités peuvent dès à présent donc venir et tester cette machine de réalité virtuelle. Voilà, nous arrivons au terme de cette première journée de ce forum international. Je vais vous souhaiter une bonne continuation et puis on se verra demain pour continuer les travaux. D'ici là, portez-vous bien et profitez de votre soirée. On va vous demander de venir à côté de moi pour faire une photo de groupe. Donc tout le monde vient ici pour faire une photo de groupe. Et merci.
Tout le monde dans la salle, venez au podium. On va faire une photo. Thierry aussi, voilà. Et Madame Ferihan est en train de tester le produit. Alors, certains se mettront sur le podium et les autres donc viendront ici. Hein. Moi aussi, je vais être en bas. Les grands de taille viennent à côté de moi. Vous n'allez pas monter, à côté de moi. Ah, oui. Voilà, tout le monde. Madame Ferihan, on vous attend. Voilà. Alors, je n'aimerais pas être le caméraman, le photographe, mais... Allez, tout le monde, ne ratez pas le bus. Voilà, venez. يجاوب بعدين ترى. Les filles يجاوب بعدين مدام فريحان. Fromage. Merci à vous tous et à demain.